Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Oui, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Une revue de la presse que nous allons débuter par le titre, la manchette du Israël Hayom de ce matin, qui nous annonce que la crise entre Israël et la Jordanie, cette crise provoquée il y a 4 mois par un grave incident qui s'est produit à Amman, à proximité de l'ambassade d'Israël en Jordanie, un incident au cours duquel un agent de la sécurité israélienne de l'ambassade d'Israël à Amman a abattu 2 citoyens jordaniens dont l'un l'avait directement agressé. Cette crise serait sur le point d'être résolue et à la demande expresse des Jordaniens, c'est l'actuelle ambassadrice d'Israël en Jordanie, Ena Schlein, qui en ferait les frais et qui ne poursuivrait pas sa mission à Amman. Quant à l'agent de sécurité, lui, il ne sera pas poursuivi par la justice en dépit d'une telle exigence de la part des autorités jordaniennes. Yoav Limor, dans le Israël Hayom, commente cette décision et affirme que c'est là un moindre mal pour tenter de restaurer les relations entre les deux pays. En effet, ni Israël ni la Jordanie ne peuvent se permettre, écrit-il, le luxe de rompre leurs relations. Il fallait donc trouver un compromis qui apaise les Jordaniens, tout comme cela s'était produit il y a 20 ans avec l'affaire de l'empoisonnement raté de Khaled Mashal, le leader politique du Hamas, par des agents du Mossad, une affaire qui avait finalement entraîné la libération exigée par Amman du leader du Hamas, le cheikh Ahmed Yassi. Le Israël Hayom nous annonce que l'administration Trump a indiqué hier qu'elle n'était pas encore prête à proclamer le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Cette précision s'est imposée après que des officiels israéliens aient affirmé hier que le président Trump s'apprêtait à reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Je vous rappelle que mardi, lors de la reconstitution de la séance historique de l'Assemblée générale des Nations unies, à l'issue de laquelle le plan de partage de la Palestine a été voté, et une cérémonie qui s'est déroulée dans le premier siège de l'ONU à Flushing Meadow à New York, le ministre israélien des Transports Israël Katz, qui représentait le gouvernement à cette séance, a demandé au vice-président américain, qui était l'invité d'honneur, d'honorer la promesse électorale de Donald Trump et de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc apparemment, il s'agit là d'une réponse, cette réponse que l'on peut retrouver donc dans le Israël Hayom de ce matin de l'administration Trump, qui a donc déclaré qu'elle n'était pas encore prête à proclamer le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Restons dans la diplomatie avec une information révélée hier. Le Premier ministre, qui est aussi chef de la diplomatie israélienne, a tout simplement décidé d'annuler la visite que devait effectuer sa vice-ministre Tzipi Hotovely aujourd'hui à Prague pour participer aux travaux du forum israélo-tchèque. L'entourage du Premier ministre n'a pas fourni d'explication officielle à cette annulation, mais elle serait directement liée aux propos de Tzipi Hotovely sur les Juifs américains, qui, je vous le rappelle, des propos au cours desquels Tzipi Hotovely avait affirmé que les Juifs américains ne comprenaient pas la réalité israélienne parce qu'ils n'envoyaient pas leurs enfants dans Tsahal. On se souvient que cette déclaration avait provoqué la semaine dernière un tollé général, en particulier au sein des mouvements réformistes et conservateurs juifs américains, et que le Premier ministre les avait fermement dénoncés et avait qualifié d'offensants ces déclarations de Tzipi Hotovely, à la grande satisfaction, il faut l'avouer, des dirigeants juifs américains. Et M. Netanyahou avait exigé de Tzipi Hotovely qu'elle s'excuse, ce qu'elle avait fait immédiatement, et l'on estime donc qu'en annulant la visite de cette dernière à Prague, M. Netanyahou a ainsi voulu la sanctionner. Le Israël Hayom cite l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, qui a révélé avoir repoussé au début des années 80 une proposition des Américains visant à créer un État palestinien dans le Sinaï qui venait d'être évacué par les Israéliens dans le cadre de l'accord de paix avec l'Égypte, et Hosni Moubarak de révéler qu'il avait lui-même également repoussé en 2010 une demande semblable provenant cette fois de Binyamin Netanyahou. « Je n'ai jamais accepté de céder le moindre grain de sable de notre patrie dans le Sinaï », a déclaré l'ancien président, qui a été, vous le savez, destitué en 2011 au début du printemps arabe et condamné par la justice égyptienne avant d'être finalement gracié. Et puisque nous sommes dans les souvenirs, les sites d'information nous en fournissent un qui a été mis en avant hier, ou avant-hier, pardon, plus exactement, par l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry. Celui-ci a révélé que les Saoudiens et les Israéliens avaient exercé de très fortes pressions sur l'administration Obama pour qu'elle bombarde des centrales nucléaires iraniennes, et ce en marge des tractations qui se déroulaient alors en vue de la finalisation de l'accord de Vienne. Pour John Kerry, c'était là un piège, car selon lui, même les pays sunnites modérés auraient condamné les Américains s'ils avaient décidé donc de s'attaquer aux centrales nucléaires iraniennes.
Tous les quotidiens et les médias israéliens reviennent sur la police israélienne qui a détruit hier une menuiserie qui a été construite dans le quartier de Netiv Avot, dans la localité d'El Hazar, dans le Gush Etzion. Cette destruction fait suite à une décision de la Cour suprême de détruire donc cette menuiserie et une quinzaine de maisons qui sont situées dans la même zone et qui ont apparemment été construites en partie sur des terres qui pourraient appartenir à des Palestiniens, et cela selon les affirmations, on va dire, très tendancieuses des militants du mouvement Shalom Arshav, la paix maintenant. La Cour suprême a imposé la destruction de ces maisons avant le mois de mars prochain. En fait, les habitants des maisons concernées ont expliqué hier que seule une infime partie de leurs maisons était sur un lopin de terre en litige. Dans la plupart des cas, cette partie ne fait guère plus d'1 mètre carré. Ils ont donc proposé eux-mêmes de réduire leur maison afin qu'elle soit entièrement sur un terrain autorisé de terre domaniale, mais la Cour suprême n'a rien voulu entendre. Les observateurs soulignent que cette destruction de la menuiserie est donc un prélude à la destruction probable des 15 autres maisons de ce quartier de Netiv Avot. Il faut rappeler que la Cour avait également, il y a plusieurs mois, refusé de suspendre la décision de détruire une stèle érigée dans ce quartier à la mémoire du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, Zichrono Livracha, un héros d'Israël qui a été assassiné et qui a été tué lors d'une opération en territoire libanais à la fin de la Seconde Guerre du Liban en 2006. La Cour avait donc tout simplement ordonné la destruction de cette stèle sans la moindre compassion pour la famille d'Emmanuel Moreno et sans le moindre respect pour sa mémoire. Les médias soulignent que dès hier soir, les travaux de reconstruction de la menuiserie détruite ont débuté. Les habitants affirment qu'ils reconstruiront ce qui pourrait être détruit dans ce quartier. Le site Ynet nous annonce que la police israélienne a enfin pu recueillir le témoignage du milliardaire juif australien James Packer. Des enquêteurs de la police se sont rendus jusqu'en Australie pour recueillir ce témoignage. Le milliardaire aurait fourni à Binyamin Netanyahou et à Sarah des cigares et des cadeaux, d'autres cadeaux. Il aurait même hébergé Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, dans un hôtel de luxe qu'il possède à New York et dans l'un de ses appartements en Israël. Le Ynet affirme qu'en fait Packer et Milchan, le second ami milliardaire des Netanyahou, se partageaient le financement des cadeaux offerts à Sarah et Binyamin Netanyahou. Il s'agit essentiellement de boîtes de cigares et de 15 caisses de champagne. C'est la collaboratrice des deux milliardaires, Hadas Klein, qui l'aurait expliqué lors de son témoignage. Le Yediot Aharonot lui annonce en manchette ce matin que la police a décidé d'accélérer l'enquête sur ce dossier des cadeaux, apparemment reçus par le Premier ministre et son épouse. L'objectif des enquêteurs serait en effet de terminer l'enquête avant le vote de la loi interdisant à la police de publier ses recommandations à l'issue d'une enquête judiciaire. Si les enquêteurs parvenaient donc à boucler cette enquête avant le vote de cette loi, ils pourraient donc publier eux-mêmes leurs conclusions sans enfreindre la loi, ce qui pourrait tout de même embarrasser le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Restons dans l'Yediot Aharonot qui publie en évidence ce matin sur une pleine page, les résultats de l'examen du Metsav national qui permet de déterminer le niveau des écoliers et lycéens israéliens dans diverses matières. On y découvre que les notes des élèves en mathématiques et matières scientifiques ont augmenté, que le fossé entre les élèves juifs et les élèves arabes est en train de se combler, mais que le fossé qui sépare les élèves les plus riches dans la population juive des plus pauvres, eh bien, ce fossé est en train de s'élargir, des données qui, globalement, devraient satisfaire le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. Et puis, sachez que les médias et les sites d'information israéliens commentent et détaillent les deux informations principales de ces 2 derniers jours en politique internationale, en diplomatie. Le lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental pouvant frapper des cibles aux États-Unis, mais également en Israël, et le suicide public de Slobodan Parliak, après que le tribunal international de La Haye ait décidé de repousser son recours contre sa condamnation pour crime de guerre durant la guerre de Bosnie. En Bosnie, l'accusé s'est levé, vous avez probablement vu ces images. Il s'est levé, il a déclaré qu'il n'était pas un criminel de guerre et a bu une dose de poison avant de s'effondrer et de succomber quelques heures plus tard à l'hôpital. Les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision relataient hier l'histoire d'une Brit Mila particulièrement émouvante, celle du petit-fils du rabbin Aryeh Handler, qui s'est tenu il y a 2 jours en Israël, un événement joyeux pour la famille Handler, mais que le grand-père, le rabbin Aryeh Handler, a dû manquer pour la simple raison que le jour même, il se trouvait en visite en Pologne avec des lycéens israéliens. En effet, Aryeh Handler est lui-même fils d'un rescapé de la Shoah. Il est guide spécialisé dans l'histoire de la Shoah. Il effectue de nombreuses visites dans le cadre
des voyages, des séjours scolaires qui se déroulent en Pologne. Et lorsque le Rav Wendler a compris qu'il ne pourrait assister à la Brit Mila de son petit-fils, eh bien, il a choisi de la suivre via WhatsApp avec un téléphone portable, mais aussi avec son groupe sur un site hautement symbolique, la colline des cendres du camp de Majdanek. C'est ainsi que devant cette colline que le Rav Ari Wendler a pu entendre pour la première fois le nom donné à son petit-fils, et il n'a pas caché son émotion. L'éternité, a-t-il dit à ses élèves, n'est pas faite de cendres ou de poussière, mais de vie. Nous continuerons à vivre, à avoir des enfants et des petits-enfants. Nous continuerons, a-t-il déclaré, une Brit Mila donc émouvante dont l'histoire a été relatée dans la seconde chaîne de télévision grâce à Sivan Rahav Meir, la célèbre journaliste israélienne. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un développement d'une information dont nous avions déjà parlé au cours des derniers mois, qui pourrait maintenant poser un problème, qui pourrait s'avérer plus problématique qu'on ne le pensait. Il s'agit de la décision des organisateurs du Tour d'Italie de faire débuter le Giro 2018 à Jérusalem. On se souvient que cette décision avait provoqué une véritable satisfaction en Israël, et qui avait et donc qui avait suscité beaucoup d'intérêt. Mais eh bien, apparemment, hier, le parcours du Giro 2018 a été dévoilé. Et côté israélien, on a tout de suite remarqué que les organisateurs parlaient de passage du Tour dans Jérusalem-Ouest. Si la direction du Giro ne modifie pas cette terminologie, le gouvernement israélien ne sera pas partenaire de cette opération, a déclaré visiblement très mécontente la ministre de la Culture et des Sports, la célèbre Miri Regev. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Isabelle Cohen, qui est historienne, qui va nous parler de son livre paru récemment sur l'histoire de Job. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.